Jean Desquet, champion du monde par équipe en 1990, va nous expliquer sa technique de pêche à l'anglaise au waggler. Steve Dodworth, pêcheur de haut niveau, nous expose maintenant sa technique de pêche à l'anglaise au swim feeder. Pour la pêche opposée ou pour la pêche au swim feeder, on utilise ce genre de canne. C'est une canne en 2 ou 3 morceaux à emmanchement inversé ou à emmanchement avec un spigot. Leur longueur varie entre 2,80 m et 3,30 m. Et les cannes, ils font normalement entre 2,80 m et 3,30 m. C'est les cannes où vous voyez. Elle est terminée à son extrémité par un élément très sensible appelé Keever Tip qui permet de visualiser la touche à l'insu du poisson. Le système que vous voyez s'appelle le swim tip. C'est un système ancien, moins performant que le Keever Tip, mais encore utilisé aujourd'hui. Il est constitué d'un morceau de bambou ou de bois relié à la canne par une charnière en caoutchouc. Lors de la touche, la partie mobile se lève. L'inconvénient de ce système apparaît en rivière, dont le courant tend la partie mobile et empêche la détection des touches. Généralement, on peut disposer de 3 puissances de sillon. Vous avez la pointe longue et souple, la moyenne un peu moins souple et la courte plus rigide. C'est le courant de l'eau qui détermine le choix du sillon. En eau calme, la pointe longue, en eau vive, la pointe courte. Ces sillons sont facilement interchangeables. Après avoir passé le fil dans les anneaux, vous prenez un morceau de nylon d'environ 40 cm et vous fixez une potence directement sur le fil. Vous faites 3 tours dans le nœud. Vous le tendez et ça vous fait une potence de nylon sans être obligé de couper le corps de ligne, ce qui constituerait un point de rupture du nylon. À l'extrémité de la potence, vous fixez un émerillon et un swim feeder. L'émerillon permet de remplacer facilement le swim feeder par un autre plus ou moins gros. L'émerillon est relié à la potence par un nœud baril. Le bas de ligne est attaché au corps de ligne par des boucles. D'un côté, vous avez le corps de ligne qui va vers la canne, de l'autre, le bas de ligne. Quand ces fils sont tendus dans l'eau, le poisson peut tirer sur le bas de ligne sans sentir le swim feeder. Un deuxième montage est possible pour la pêche en rivière avec de l'eau qui court. Vous prenez un morceau de ligne d'une trentaine de centimètres, vous l'attachez au corps de ligne avec 3 tours dans le nœud. Vous passez dans cette potence le swim feeder et vous l'enfermez dans une boucle de 10 à 15 cm à l'aide d'un nœud identique au précédent. Le swim feeder est ainsi libre à l'intérieur de cette boucle. Ensuite, vous réalisez 3 ou 4 nœuds avec la potence sur le corps de ligne pour que cette potence ne s'en mêle pas avec le swim feeder au fond de l'eau.
on observe bien que le swing feeder est libre et grâce au nœud, la potence ne s'en mêlera pas. Il suffit de rajouter le bas de ligne avec l'hameçon et le montage est terminé. Après, vous ajoutez seulement le bas de ligne avec l'hameçon. Voici toute une série de swing feeders ayant chacun des caractéristiques et des fonctions différentes. Ici, un swing feeder qui est destiné à la pêche aux asticots. Vous le remplissez avec des asticots pinky ou d'autres èches. Ce swing feeder est prévu pour pêcher aux asticots de préférence en eau calme, car en eau courante, il a tendance à rouler. Ici, vous avez deux swing feeders ronds. L'un est plus petit pour les pêches difficiles qui nécessitent l'emploi d'èches en quantité réduite au fond de l'eau. Ce swing feeder ovale, très stable, est souvent utilisé dans les eaux rapides car il roule difficilement. On peut aussi utiliser ces swing feeders ronds dans les eaux rapides, justement quand on veut qu'ils roulent vers les creux du fond de la rivière où pourraient se cacher les poissons. Dans ce swing feeder, on bouche le fond avec de l'amorce. Puis on le remplit de maïs, de chènevis ou d'autres èches. Enfin, on referme avec de l'amorce. La taille de ces swing feeders à asticots sera choisie en fonction des poissons plus ou moins mordeurs. Ce swing feeder à grille s'utilise uniquement avec de l'amorce. Au fond de l'eau, l'amorce se répand doucement. Aujourd'hui, l'eau calme nous fait choisir un sillon assez souple, sensible aux touches. Les touches et aussi pour que les poissons ne sortent surtout pas la canne. On utilisera un swing feeder monté sur une potence. Alors, le feeder est monté sur une potence comme dans le montage numéro 1. Maintenant, Pour sonder, on remplace le swing feeder par un plomb. On va mettre un plomb dans la place pour que ça facilite le sondage, pour assurer qu'il n'y a pas d'accroc devant nous avant d'amorcer. Sinon, ça risque de toute la journée de pêche. Voilà, le plomb est monté. Et on va explorer les fonds afin de repérer les obstacles éventuels. On lance le plomb et on le tire en le laissant traîner sur le fond. Le but étant de vérifier que l'endroit choisi pour l'amorçage est propre. Une branche mal placée ferait rater la pêche à cause des accrochages incessants. Après le sondage, on remet le swing feeder à la place du plomb. Le moment est venu de mouiller l'amorce pour qu'elle soit utilisable dans le swing feeder et pour la fronde. Surtout parce qu'on va pêcher la brème. Maintenant, il faut bien mélanger tout ça. Là, on va mouiller de l'amorce aussi bien mettre dans le feeder que juste à la prendre. Alors là, vous avez l'amorce qui est assez compacte à juste à la prendre. Ce qu'on va prendre, c'est On met de côté un peu d'amorce pour le swing feeder
Elle séchera un petit peu à l'air, ainsi une fois dans l'eau, elle s'échappera plus vite. Une fois dans l'eau, ça s'ouvre beaucoup plus vite, ça ne colle pas dans le On continue de mouiller l'amorce qui sera jetée avec la fronde. l'amorce, on va juste avec la prendre. On mélange un peu d'asticot dans les deux amorces. On a fait une amorce, on a fait un tiers 3000 moulinets, un tiers 3000 fans et un tiers 3000 étangs. Plus un petit additif qu'on appelle le brasem belge, qui est un additif surtout pour la brème. On remplit le swim feeder. On lance le swim feeder à l'endroit de pêche. On plonge la canne dans l'eau pour noyer la bannière, puis on la pose sur le porte-canne. Il reste à marquer le fil. Ce repère sert à indiquer la distance d'amorçage. Grâce au repère, on sait qu'on a lancé le swim feeder à la bonne distance d'amorçage. À l'aide de la fronde, on lance des petites boules d'amorce à la bonne distance. Avant la tente, Steve vérifie sa distance de lancer grâce au repère. La croix sur l'écran noir permet de détecter d'imperceptibles touches. Sur le coin de la gueule.
plaquettes. Quand on accroche l'asticot à l'hameçon, il faut le piquer à son extrémité de façon à le garder bien vivant. Et au bout de l'asticot, comme ça, il reste au bout de l'hameçon, bien vivant. Dans cet étang, Steve ajoute un ver de vase à l'hameçon, parce qu'il sait qu'il y a naturellement beaucoup de vers de vase dans cet étang et que les poissons en sont friands. On prend soin d'écher l'hameçon avant de remplir le swim feeder avec de l'amorce contenant des éches vivants, afin de ne pas leur laisser le temps de s'échapper avant le lancer. Là, vous avez la ligne des ampoules de pêche. Ça est plus joli.
pour la pêche au wagler, on utilise des cannes d'action différentes. Alors là, j'ai 3 actions de canne différentes. On a une action de canne très molle. Cette canne-là va me permettre de pêcher avec des petits waglers de 1,5 g, 2 grammes, voire jusqu'à 4 grammes pour pêcher sur des distances de 15 à 30 mètres. Lorsqu'on veut pêcher avec des waglers un petit peu plus lourds ou qu'on veut prendre des poissons un petit peu plus gros, on utilise ce genre d'action de canne, c'est-à-dire c'est une canne à action moyenne. Ça, c'est la canne passe-partout par excellence. On utilise des waglers de 3 à 6 grammes. Et ensuite, pour les cas vraiment exceptionnels, quand il faut pêcher très très loin, au-delà de 40 mètres, voire plus, on utilise des cannes à action très très fortes de ce genre-là, ce qui permet de propulser des flotteurs de 10 voire 15 grammes et de pêcher à 50-60 mètres. Mais ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes, et cette canne-là est beaucoup moins utilisée. Disons que la canne que l'on utilise le plus fréquemment, c'est l'action moyenne. Alors la longueur idéale, c'est 3,90 m. On pêche toujours avec des cannes de 3,90 m. Il y a bien sûr des cannes de 4,20 m et 4,50 m. Quand on a affaire à des parcours où il y a beaucoup d'eau et que l'on ne veut pas utiliser le système de flotteur coulissant, lorsqu'on veut rester un flotteur fixe, on utilise des cannes un petit peu plus longues, mais c'est moins maniable et moins agréable à pêcher. Moi personnellement, je n'utilise que des cannes de 3,90 m et quand il y a plus de 3,50 m d'eau, je pêche avec un flotteur coulissant. Donc voilà pour ce qui est des cannes. Alors ce sont des cannes en carbone bien entendu. Alors ça c'est le genre de flotteur que j'utilise pour la pêche à l'anglaise, ce sont les waglers. Alors ça c'est le wagler avec un bulbe de très lourd qu'on utilise quand on utilise la canne très puissante. Ça c'est pour pêcher au-delà de 50 mètres. Mais disons que ce flotteur là on l'utilise quand même peu fréquemment. On peut l'utiliser aussi lorsqu'il faut pêcher en coulissant. Ensuite il y a 3 types de flotteurs. Et ça sont les flotteurs les plus utilisés avec 3 types d'antennes différentes. Et ça c'est très important parce que bon, à la pêche, quand on pêche à l'anglaise, il y a souvent du vent sur les parcours. Et suivant le vent qu'il y a, on va utiliser des flotteurs qui ont des antennes différentes. Si le parcours n'a pas du tout de vent, on va utiliser un flotteur en plume de paon avec une antenne interchangeable de façon à pouvoir changer la couleur suivant la visibilité. Cette antenne est très sensible, on l'utilisera surtout pour des pêches de petits poissons, gardons, petites brèmes, rotangles. Et ce sera très utile lorsque la surface de l'eau est lisse. Quand il y a un vent moyen, ça c'est le flotteur, disons, qu'on utilise le plus fréquemment, c'est le flotteur type pour la pêche à l'anglaise. Un flotteur en plume de paon avec une antenne rapportée, un petit peu plus fine en diamètre. Ça c'est le flotteur qu'on utilise pratiquement partout, c'est le flotteur passe-partout je dirais. Et ensuite, le flotteur en plume de paon droite, où on a la plume de bout en bout avec une antenne beaucoup plus grosse, qui est utilisée lors de grands vents. Parce que quand il y a beaucoup de vent, on est obligé d'avoir la ligne qui traîne sur le fond. Et à ce moment-là, si on a une antenne trop fine, le flotteur est tout le temps sous l'eau, entraîné par le poids de la plombée. Alors qu'avec un flotteur avec une antenne plus grosse, ça arrive à résister et le flotteur arrive à pêcher correctement malgré le vent. Donc suivant beaucoup de vent, une grosse antenne, un vent moyen, une antenne plus fine, et pas du tout de vent, une antenne très fine. Donc ça, ce sera la particularité de la pêche à l'anglaise, parce qu'on est obligé de pêcher 9 fois sur 10, on pêche à la traîne. Donc en traînant, on est obligé d'avoir un plomb qui repose par terre pour ralentir la coulée. Et si l'antenne ne porte pas suffisamment de poids, le flotteur est tout le temps sous l'eau et ça ne pêche pas. Donc il faudra adapter l'antenne et le flotteur par rapport au parcours et à la journée de pêche. Là aujourd'hui, c'est un vent moyen, je vais utiliser ce genre de flotteur-là. Donc là maintenant, je vais procéder au montage des lignes. Je vais vous montrer les 2 techniques de montage qu'il y a différents. Le montage classique utilisé par les pêcheurs anglais et le montage utilisé par les pêcheurs italiens, qui est un montage avec des flotteurs plombés, comme vous pouvez voir, à la base, et qui tient simplement le poids de plomb que vous voulez utiliser. Bon là par exemple ici je vais pêcher avec 1 gramme de plomb, je vais utiliser un flotteur de 4 grammes qui porte 1 gramme. Et il va être fixé sur la ligne à l'aide de cette petite tétine qui permet de bloquer le flotteur sans mettre de plomb autour. On le reverra lors du montage. Alors que le flotteur anglais, lui, n'est pas plombé et on le plombe à l'aide des gros plombs que l'on positionne de part et d'autre du flotteur pour le bloquer. Alors on va remplir le moulinet avec le nylon. Alors j'utilise des moulinets qui ont des bobines match, c'est-à-dire des bobines qui sont remplies, où il y a juste besoin de mettre 100 à 200 mètres de fil maximum. Si vous avez des bobines creuses, je vous conseille de rajouter de la laine de façon à garnir le fond de la bobine ou alors de mettre du vieux nylon de façon à ne pas avoir à mettre 300-400 mètres de fil.
Alors lorsqu'on met le fil sur le moulinet, je vous conseille quand même toujours de dégraisser votre fil quand vous bobinez sur le moulinet, parce que tous les fils sur les bobines sont gras, et pour la pêche à l'anglaise, il est indispensable que le fil puisse couler rapidement sous la surface de l'eau. Pour cela, il faut le dégraisser. Alors j'utilise une éponge et un liquide spécial pour dégraisser le fil. Voilà, il suffit de placer le fil sur le produit, de serrer fortement et de bobiner. Et votre fil est dégraissé automatiquement. Alors là, la bobine est pleine, vous voyez, elle est correctement remplie. Ce qui est très important, c'est que la bobine soit remplie pratiquement à ras. Si elle est trop remplie, le fil a tendance à sortir tout seul, ça fait des perruques. Et si elle n'en est pas assez, lors du lancer, le fil frotte contre la partie supérieure de la bobine et le flotteur va moins loin. Donc c'est très important de remplir parfaitement bien sa bobine. D'où par là de toujours bien vérifier que la bobine est bien remplie. Ça c'est très très important pour la pêche. Alors donc je procède au montage, je passe le flotteur sur le fil. Alors j'utilise un flotteur avec une tétine de façon à pouvoir changer de flotteur si le cours des choses fait que le flotteur ne convient plus, c'est-à-dire si la visibilité change, ça me permet de pouvoir mettre un flotteur avec une antenne de couleur différente, ou si jamais le vent se lève, de pouvoir mettre un flotteur plus lourd pour pouvoir relancer à la distance où je vais pêcher. Le fil que j'utilise est un fil de 12 centièmes qu'il y a sur le moulinet. Bon, ça c'est le fil classique qu'on utilise pour la pêche à l'anglaise, du 12 centièmes. Bon, on peut utiliser du 11 voire du 10 centièmes pour des pêches fines, pour des flotteurs allant de 1,5 g, 2 grammes, 3 grammes. Disons pour la pêche classique, de flotteurs de 3 jusqu'à 5 grammes, on utilise du 12 centièmes. Au-delà de 5 grammes en flotteur, on utilise du fil de 15 centièmes, voire du 18 centièmes pour des pêches de très très gros poissons et pour des flotteurs de 15 ou 16 grammes. Mais le fil qu'on utilise le plus fréquemment est le 12 centièmes. Là, maintenant, je vais positionner les plombs puisque ce flotteur-là, on le fixe sur le fil bloqué entre des plombs. Sur la fente pour que le plomb coulisse parfaitement. Là c'est un peu trop dur, donc il faut resserrer sur la fente pour qu'il arrive à coulisser et ne pas blesser le fil parce que sinon ça risque de casser le fil. Alors on peut aussi passer une petite gaine de silicone et bloquer le flotteur, le plomb dessus. Voilà. Mais avec ce système de rebloquer le plomb en le pinçant des deux côtés, il n'y a pas de problème, ça ne brille pas le fil. Alors j'ai mis un plomb de 5,0 à la base du flotteur et un plomb de 2,0 au-dessus du flotteur pour le bloquer. Donc avec un coulissement dur, de façon à ce que quand on va lancer le flotteur, ça ne débloque pas non plus les plombs, de façon à ne pas perdre le fond. Voilà, donc là la ligne est pratiquement montée. Donc la masse des gros plombs qui se trouve autour du flotteur qui permettra de lancer, ça va faire le poids qui permettra de lancer. Et dessous la masse des petits plombs qui elle sera la masse de plomb qui va pêcher. Bon là j'ai un plomb de 4 et 2 plombs de 6. C'est ce qui convient pratiquement pour pêcher là. On va vérifier que ça équilibre bien le flotteur. Voilà, bon il manque un petit plomb. Comme je vais rajouter un émerillon, parce que quand je pêche à l'asticot, je rajoute toujours un émerillon pour éviter que mon bas de ligne ne vrille.
nœud comme pour fixer une cuillère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais toujours 8 tours parce qu'à ce moment-là, le nœud ne glisse plus. Au-delà de 8 tours, ça fait beaucoup trop. Il ne coulisse pas. Et en dessous, il a tendance à glisser et à coulisser et à ne pas tenir. Voilà. L'émerillon est fixé. Il n'y a plus qu'à éliminer le petit bout de fil. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le bas de ligne, boucle dans boucle, quoi, le système fait. Alors, je fais des bas de ligne de 40 cm pour la pêche à l'anglaise. Donc, je passe boucle dans boucle et j'ai plus qu'à fixer le bas de ligne. Là, je vais pêcher avec un bas de ligne en 8 centièmes, un hameçon de 18. C'est ce qui conviendra pour cette pêche-là. Donc, je vais vérifier que le flotteur est bien équilibré maintenant avec le poids de l'émerillon. Voilà. Là, c'est parfait. Avec la traîne que je vais faire sur le fond, là-bas, l'émerillon va reposer par terre, le flotteur sera juste là. Donc il faut qu'il soit légèrement sous-plombé, de façon à bien pêcher quand on va traîner, parce qu'il y a du courant sur les temps. Alors pour sonder, pour trouver la profondeur, je baisse la plombée qui est sur la ligne, je la baisse complètement contre l'émerillon avant de mettre le bas de ligne. Et il suffit ensuite de lancer le flotteur sur le coup, de voir comment se comporte le flotteur. Quand la plombée principale se trouve posée sur le fond, ben on voit ressortir le flotteur et on voit très bien si on est sur le fond ou pas. Et quand le flotteur passe, on sait qu'on n'est pas tout à fait sur le fond. Alors je procède ainsi au fur et à mesure, de façon à trouver juste la plombée principale qui repose sur le fond. Auquel cas, je dispose ma plombée pour pêcher, je relève mes plombs, je rajoute le bas de ligne et je sais que je traîne du bas de ligne. Parce qu'en général, à la pêche à l'anglaise, on traîne toujours de 30 à 40 cm. Là, on va sonder. Donc, je n'ai pas besoin de sonde, ce qui permet comme ça de très bien lancer. Là, je mets mon flotteur en position à l'endroit où je vais pêcher. La plombée massive, toute regroupée sur le bas, ça permet justement de bien sonder sa place et de ne pas avoir de problème lors du lancer, que quand on met une sonde, on a des problèmes pour lancer. Maintenant, il ne reste plus qu'à positionner les plombs sur la ligne. Donc, 2 plombs groupés à peu près 50 cm au-dessus des merillons, un plomb intermédiaire, et les merillons plus le bas de ligne que je vais rajouter va traîner par. C'est un waggler un petit peu différent du précédent, c'est un waggler plombé à la base et qu'on fixe sur la ligne à l'aide de cette petite tétine qui permet de bloquer le flotteur sur le fil sans positionner de plomb autour. Alors ça c'est intéressant parce que ça permet de ne pas blesser le fil avec les plombs, donc de pouvoir utiliser des fils plus faibles et de propulser ainsi le flotteur plus loin. Alors, il suffit de passer une petite boucle à l'intérieur de la gaine. Voilà. Et ensuite, cette boucle qui ressort de la gaine, il suffit de la passer dans la petite tige en fer avec la boucle et de venir mettre la boucle en opposition sur le plastique et de glisser la gaine sur le tout. Voilà, le tour est joué, le flotteur est bloqué. Et ça tient très bien, ça ne bouge pas. Donc lors du lancer, vous êtes sûr que le flotteur ne bougera pas, alors qu'avec les plombs ont tendance à glisser. Là, il n'y a pas de problème et le fil n'est pas vrillé. Et pour faire coulisser le flotteur, pour changer la profondeur, il suffit de sortir la gaine. Il faut laisser toujours le fil un petit peu mou, hein, ne pas tendre le fil. Et en tirant doucement sur le fil, on fait coulisser sans problème le tout. Et le fil n'est pas vrillé. Et il suffit alors de rebloquer avec la gaine par-dessus le fil. Voilà, c'est un petit système ingénieux qui convient très bien pour la pêche à l'anglaise. Il suffit maintenant de rajouter les plombs qu'il manque pour équilibrer le flotteur. Bon là c'est un flotteur de 3 grammes que je vais utiliser. Il y a déjà 2,50 g de plomb à la base. Donc je vais mettre 0,50 g de plomb. Je vais pêcher avec 0,50 g sur ma ligne.
Alors ici je vais pêcher l'étang, donc un étang peu profond. Je mélange une amorce spéciale pour la pêche à l'anglaise avec de l'amorce d'étang, de façon à ce que cette amorce soit un peu moins collante et qu'elle éclate au contact de l'eau. Comme je vais utiliser simplement la fronde pour amorcer, il vaut mieux que l'amorce soit un peu moins collante. Si on doit envoyer l'amorce avec la main sous forme de boule, il faut une amorce plus collante pour qu'elle résiste à la pression, alors qu'à la fronde, une amorce un petit peu collante, un petit peu moins collante résiste beaucoup mieux. Alors un additif qui permet d'attirer la grosse brème, ça c'est bon pour la brème. Je vais utiliser cette fronde à godet souple. C'est une fronde qui permet de propulser les boules d'amorce. Alors elle est très pratique grâce à ce godet, très souple, où on peut mettre la boule d'amorce va très bien dedans et ça permet aussi de la propulser à longue distance. Alors pour propulser les asticots, j'utilise cette fronde avec cette poche. Je mets les asticots à l'intérieur. Alors pour pouvoir lancer les asticots à plus longue distance, je les tasse un petit peu avec mon pouce et je tiens le godet fermé au-dessus des asticots. Ce qui me permet, lors de la propulsion, de les envoyer 4 à 5 mètres plus loin. Alors, on va mettre les èches dans l'amorce. Là, je vais utiliser des pinky rouges. Donc, je vais rajouter un petit peu de pinky rouge dans l'amorce. Les gros asticots, je les jetterai à la fronde, mais je préfère utiliser les pinky rouges. Et je vais rajouter du fouillis congelé. Alors pourquoi congelé? Tout simplement, il est mort et ce fouillis-là intéresse plus particulièrement les gros poissons et la brème parce que c'est un fouillis qui ne bouge pas et qui reste bien dans l'amorce. Comme ici c'est un étang où il y a quand même un peu de courant sur le fond et que je vais rechercher seulement le gros poisson, j'utilise ce fouillis qui est déjà mort et qui va me permettre, comme il ne bouge pas, de maintenir les beaux poissons sur l'eau. Voilà. Pratiquer surtout en pêche au rappel, c'est-à-dire là 7 ou 8 boulettes au départ pour fixer le poisson et ensuite à chaque poulet je lancerai une boulette de rappel. Voilà. Là je suis prêt, il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà, alors au moment où le flotteur touche l'eau, on bloque le fil avec les doigts sur la bobine, ce qui permet à la plombée de passer devant le flotteur et de se positionner sans emmêlage. Ensuite, bon, on remet le pick-up en position, on plonge immédiatement le sillon dans l'eau, 2 ou 3 tours de manivelle et un petit coup sec et la bannière est noyée. Ce qui permet d'avoir le flotteur qui pêche sans qu'il dérive. Petite boulette de rappel, quand on pêche au rappel, il faut rappeler constamment.
faut à chaque lancer relancer une boucle. Voilà. Elle a été prise au lasso. Voilà. Un asticot tout mangé. C'est le résultat d'une touche loupée. La bannière a du mal à se noyer, il va falloir que je dégraisse le fil. Pour cela, il suffit de mettre un peu de produit pour dégraisser sur la mousse du repose-canne. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer la canne sur le repose-canne et à ramener. Voilà.